Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Affaires Obscures. Salut David. Salut Florent, comment ça va? Ça va et toi? Bon, eh ben dis donc, il y en aura eu des épisodes en cette fin d'année, hein. C'est un peu le sprint final, là, hein. Voilà. C'est le sprint final qui n'était pas prévu. Ouais. C'était pas prévu, David. C'était pas prévu. Pour le plus grand plaisir de nos auditeurs, hein, évidemment. C'est nos petits cadeaux de fin d'année, de fête de fin d'année. Ouais, on lâche des petits cadeaux comme ça. Nous, on est comme ça. On est généreux. On aime la générosité. En fait, on disparaît pendant 3 mois et puis on fait 3 épisodes en 3 semaines, quoi. C'est beau, hein. La consistance. Exactement. Exactement. La constance, pardon. La consistance, ça n'a rien à voir. Ouais. La constance, voilà, nous, on est comme ça. Ouais, non, bah écoute, c'est plutôt bien. C'est une bonne chose. Alors, la semaine dernière, vous avez pu écouter le fameux épisode 21, Exactement. Sous un nouveau format. Hein, et puis peut-être, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais peut-être qu'on aura aussi le plaisir de lancer des nouveaux formats. Hein, c'est ça, on discute de plein de petites choses comme ça. S'il y a certaines choses qui vous plaisent, on peut aussi continuer. Et puis évidemment, petit épisode bonus, on peut dire ça comme ça, hein? Bah oui, parce qu'en fait, moi c'était un épisode que j'avais dans les cartons, mais en fait en l'écrivant, je me disais ça va pas durer très très longtemps comme épisode, donc je l'avais un peu, tu vois, de côté en réserve comme ça. Et puis là, comme on se dit bon, on va pas quitter cette année 2023 sans faire un dernier coucou à nos auditeurs, je me suis dit, David, pourquoi pas faire ce petit épisode plus petit que d'habitude, ou alors en fait si ça se trouve il va durer aussi longtemps parce que ça va te passionner, David, je te le dis. Ouais. Mais au moins voilà, avant de quitter, on fait un petit épisode, on vous dit bonne année, après on vous laisse à votre foie gras et puis à votre champagne pour cette fin d'année, et puis on se retrouve l'année prochaine en fait. Exactement, 2024 pour de nouvelles aventures, de nouveaux épisodes, et on peut dire qu'on en a encore pas mal, hein. Franchement. J'ai envie de te dire, regarde, 2023, quasiment 23 épisodes, on pourrait dire 2024, 24 épisodes. Ouais, c'est beau. En fait, franchement, c'est faisable. C'est faisable. Mais du coup, 2023, 22 épisodes. Ouais, mais ça il fallait pas le dire, David. Bon, mais effectivement, on peut mettre la barre, à ce niveau-là. Si tu comptes l'épisode bonus, ça faisait 23 épisodes. C'est vrai. Le petit bonus, ça fait 23. Hein. C'est pas faux. Non, mais écoute, on va essayer de tenir comme on a tenu cette année, avec un peu plus de constance, hein. Ouais. Que l'année passée. Un peu plus de professionnalisme. Voilà, puisque nous devenons de vrais professionnels. Hein, tout à fait. J'ai encore eu un message sympa là tout à l'heure sur Facebook, hein, sur quelqu'un qui revenait sur l'affaire de la bête du Gévaudan. Bon, et effectivement, on le répète, hein, pour ceux qui nous écoutent, on n'est pas du tout des spécialistes, hein, on n'est pas historien, on n'est pas scientifique, on n'est pas, enfin voilà. Nous, on vient, on vous raconte un fait, on en débat, et voilà, du haut de notre amateurisme, on essaie d'échafauder, de vous donner les théories, etc. Et puis de vous faire voyager un peu. En débattre. En fait, finalement, on vous invite un peu comme on refait le monde à des soirées qui durent jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, quoi. Hein. Exactement. C'est ça, hein, finalement. Donc voilà, et donc ouais, l'année prochaine, on se retrouvera sans doute au mois de janvier, hein, pour de nouveaux épisodes, pardon. On a des bons petits épisodes dans les cartons, hein. Moi, j'ai déjà 2-3 petits sujets. 2-3 petits sujets qui sont en cours d'écriture, alors c'est sûr qu'il va y en avoir début d'année. Bon, écoute, c'est super, moi aussi, et puis on attend en tout cas avec impatience tout ça, mais d'ici là, vous avez quand même ce dernier épisode à écouter, à profiter. On sait que la fin d'année, c'est pas une année où on a beaucoup de temps, donc vous allez c'est peut-être un peu plus court, mais voilà, peut-être dans votre voiture pour aller faire les derniers cadeaux de Noël, ou pour justement... En préparant la dinde. Exactement, ou en allant à votre réveillon, vous écouterez peut-être ce dernier épisode des Affaires Obscures, et on espère que ça vous passionnera. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, Florent. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Eh bien, c'est une très bonne question, David.
Alors David, je vais te donner un indice pour deviner le thème de cet épisode, parce que l'épisode dernier, on a oublié de se poser la question rituelle. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas... Donc, Oui, vas-y, dis-moi. ouais, et puis en même temps, il n'était pas prévu cet épisode, hein, donc bon. Alors, pour terminer cette année 2024 comme il le faut, j'ai envie de te dire, David, on fait jamais 2 sans 3. Est-ce que ça t'aide un peu ou pas du tout? Ça, c'est l'indice. On fait jamais 2 sans 3. On fait jamais 2 sans 3. Non, Je peux te donner un autre indice. Là, j'avoue que ça me dit rien. Hein. Vas-y. Alors, autre indice, je vais te dire épisode 5, les vidéos d'OVNI de la CIA. Épisode 13, l'OVNI de la place Bonaventure. Ah, tiens, ça... Et si tu mixes tout ça avec jamais 203, à ton avis? C'est marrant. J'ai comme l'impression que tu vas me parler d'OVNI, non? Exactement, David. Mais alors, juste pour faire vite, t'es un fan d'OVNI, toi, en fait. Alors, justement, j'allais dire, ce que je trouve drôle, c'est que je suis pas méga client, en fait, des histoires d'OVNI. Mais en vrai, je trouve ça drôle comme histoire. Et en fait, j'en aurais fait 3 cette saison. Donc, peut-être que l'année prochaine, je vais me calmer. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis ça. Moi, j'ai jamais... moi, j'aime bien hein, les épisodes sur les ovnis, mais pour l'instant, c'est vrai que je me suis pas encore lancé dans un épisode. Ça viendra, sans doute. Hein. Mais souvent, en fait, moi, je les expose dans les théories, hein, les ovnis. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En sujet en tant que tel. Mais ouais, en fait, jamais 203, effectivement. C'est ton troisième, ça sera ton troisième sujet sur les ovnis, alors. Hein, troisième et dernier 2023, je te le promets. Bon, écoute, ouais, en tout cas, effectivement, pour 2023, ça sera fini. Et écoute, j'attends avec impatience de quelle histoire. C'est une histoire iconique d'ovnis ou... Alors, laisse-moi te narrer, David. Vas-y. La rencontre du lac Falcon. Alors, en anglais, on appelle ça le Falcon Lake Incident. Ouais. Et en fait, au Canada, c'est considéré comme l'histoire la plus crédible et la mieux documentée au pays, voire même au monde. T'as certains ufologues d'ailleurs qui le placent devant Roswell, tellement il y a des preuves et puis il y a de la documentation et compagnie, parce qu'en fait, au final, Roswell, il n'y a jamais personne qui a trouvé un bout de métal dans son jardin, je pense. Enfin, en fait, on pourra peut-être en parler, hein. Ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. Mais Roswell, ça reste quand même une théorie sans grand chose à part des gens qui ont dit qu'ils ont vu. Donc par rapport à l'OVNI de la place Bonaventure, au Canada, c'est encore plus coté. Ouais, c'est encore plus coté. L'OVNI de la place Bonaventure, c'est vraiment au Québec. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est genre l'OVNI number one. Et au Canada, c'est quand même assez connu, hein, l'OVNI de la place Bonaventure. Mais ce qui s'est passé au lac Falcon, ou lac Falcon, c'est encore plus fort. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au lac Falcon, David? Dis-moi. Nous sommes très exactement le 20 mai 1967 au Canada. Alors, petit clin d'œil à nos auditeurs canadiens, parce qu'on ne fait pas souvent des clins d'œil à nos auditeurs canadiens. Donc là, on va le faire aujourd'hui parce que ils auront très certainement noté que 1967, c'est aussi l'année de l'exposition universelle de 1967, qui coïncide avec le centenaire du Canada. Cette exposition aura fait déplacer énormément de monde à Montréal et à Québec, et aussi fait parler de la belle province dans tous les journaux. Si vous allez à Montréal, et David, je pense que tu as pu en voir, en fait, vous aurez la chance de voir encore pas mal de reliques d'architecture de cette exposition, comme le stade olympique, qui est magnifique, et qui fait parler de lui en ce moment, parce qu'il y a des travaux. L'autre métro, qui sera ouvert à cette période, et Habitat 67, et enfin, il y aura plein de petites choses. Donc je finis l'aparté, mais en tout cas, c'est cette année-là qui est arrivée l'histoire du lac Falcon. Alors, comme je le disais, en 1967, en fait, on a Stéphane Michalak, rien à voir avec le joueur de rugby, qui nous écoute, j'en suis sûr. Rafu ouais. Ah, cette imitation. Allez, 9 sur 10. Ouais, merci. Merci. Donc, on a Stéphane Michalak, 51 ans, père de famille, mécanicien industriel de formation, qui se trouve à 150 km à l'est de Winnipeg, proche du lac Falcon. Monsieur Michalak n'est pas vraiment un excentrique ou quelqu'un qui se fait remarquer. C'est quelqu'un qui a émigré depuis la Pologne avec sa femme après la Seconde Guerre mondiale. Et depuis 20 ans environ, il est employé dans une cimenterie. Il se qualifie lui-même d'homme normal qui vit une vie normale. Donc voilà, c'est une personne tout à fait normale. David, pour aider nos auditeurs et pour situer encore un peu mieux l'histoire, est-ce que tu peux nous dire où se trouve Winnipeg? Winnipeg?
Alors moi, quand Ouais. de but en blanc comme ça, tu m'aurais dit Winnipeg, je t'aurais dit c'est un personnage de Disney en fait. Tu vois, mais Winnipeg, c'est un lieu du coup. C'est la capitale du Manitoba, David. Ah ouais, non, mais alors, Manitoba, il y a une chanson au Manitoba, non? Il n'y a pas un truc. Ah, je connais pas. En Manitoba, ça me dit quelque chose. Il me semble qu'il y a une chanson Manitoba. Bon, en tout cas, les auditeurs vont nous aider. Si je retrouve pendant cet épisode, peut-être que ça sera justement dans votre playlist du Nouvel An. Hein, mais Parfait. il me semble. Vas-y. Parfait, parfait. Bah écoute, le Manitoba, c'est une province dans le centre du Canada, dans une région qu'on appelle les Prairies. En gros, si tu prends la carte du Canada, c'est pas mal au centre, un peu plus à l'est, tu vois, centre-est, on va dire. Ouais. Le lac Falcon se trouve à la frontière entre le Manitoba et l'Ontario, Ouais. donc tout à l'est de la province du Manitoba. Notons que la frontière américaine avec le Minnesota est à moins de 100 km à vol d'oiseau. Et en fait, je dis à vol d'oiseau parce qu'en fait, en voiture, c'est pas vraiment la même histoire. Et j'imagine qu'à l'époque, c'était encore moins la même histoire. Ouais. Parce que le coin, c'est quand même assez paumé dans la nature. On va pas se mentir. On est assez loin de la grande ville. On a quelques villages aux alentours et la route transcanadienne qui passe tout près, mais on va dire qu'on est pas mal en région sauvage. D'accord ? On est juste derrière le bouclier canadien. Alors, que vient faire ce Stéphane dans les bois du Manitoba ? Mhm. Eh bien, figure-toi que Monsieur Michalak est un amoureux de la nature, passionné de géologie, et que pendant ses temps libres, il aime explorer la nature sauvage pour prospecter du quartz et de l'argent. C'est un petit peu sa passion, d'aller taper dans la roche, récupérer du quartz, des choses comme ça. Et en fait, cette région-là, elle regorge de gisements. Donc, c'est pas d'ailleurs son premier séjour dans le coin. Il s'y est déjà aventuré plusieurs fois l'année précédente et avait trouvé le coin vraiment prometteur. Donc, en fait, il en avait profité. C'est un long week-end en mai 67 pour y retourner, tout simplement. Donc voilà. Ce 20 mai, alors que Stéphane se trouve proche d'une veine de quartz qu'il avait repérée et décidé d'attaquer, il est perturbé par des bruits assez inhabituels d'oies canadiennes, les fameuses Canada Goose. Et donc en fait, ça va le faire. Tu vois, il est en train d'attaquer la veine de quartz, il entend un bruit sur le lac juste à côté, il lève les yeux, hop, il regarde, il se dit, oh, c'est les oies et compagnie. Et en fait, il va être attiré par ce qui se trouve au-dessus des arbres. Et la suite, c'est directement Stéphane qui nous la raconte, parce que en fait, son témoignage, on pourra en parler après, mais il est dans des livres et aussi il a été enregistré à la télé, parce que c'est pas si vieux, c'est 1967. D'accord. Donc j'ai pu retrouver le témoignage. Alors ce qu'il nous dit, en regardant les arbres, j'ai vu deux trucs qui ressemblaient à des cigarettes, avec une bosse au milieu, comme des madeleines en fait. D'accord. Je me suis dit, bordel, qu'est-ce que c'est ? L'un d'eux est resté en l'air, pendant que l'autre descendait. Je les observe et j'essaie de lire les marquages ou des symboles. J'ai pas vu de marquage comme NASA ou autre écrit dessus, non. Rien, il y avait absolument rien d'écrit dessus. Mais je me suis dit que c'était certainement un nouveau véhicule qu'expérimentaient les États-Unis. Alors, ce qu'il va faire à ce moment-là, Stéphane, c'est qu'il va prendre son carnet de notes et, de loin, il va faire un croquis directement sur place, après que l'engin ait atterri. Il va ainsi analyser de loin et le dessiner pendant ce qui va dire à peu près une trentaine de minutes. Pour lui, à ce moment-là, il est persuadé d'être le témoin d'une expérimentation secrète des Américains. Alors je vais t'envoyer le dessin comme on fait de temps en temps, et puis tu vas pouvoir me décrire un petit peu ce que tu vois. Ouais, vas-y. Je t'envoie ça. Paf, c'est envoyé. Alors. Donc ça, c'est ce qu'il a directement dessiné sur place, dans son carnet de notes. D'accord. Ouais, bah donc effectivement, ça ressemble plutôt à une madeleine en fait. Hein, non ? Effectivement, ça ressemble pas mal. Ça a vraiment la forme d'une madeleine. Ouais. Alors moi, je trouve que ça a la forme typique d'une soucoupe volante des années 60. Ouais, effectivement. Non, bah écoute, en tout cas... On pourrait penser à un petit bateau aussi, tu sais, genre un petit bateau avec un petit dôme sur le dessus. Ouais, en fait, ça ressemble presque à de l'origami, hein. Un truc c'est vrai. En papier, un peu comme ça. Mais ouais, en gros, une madeleine, hein, vous savez, les bonnes madeleines, là, les bonnes madeleines grand-mère, là, un peu au beurre, etc. Ouais, c'est bientôt le goûter de Noël. Hein.
Ouais, c'est vrai. Non, mais ouais, effectivement. Donc ça, ce croquis-là que tu m'envoies, c'est ce que lui va prendre en croquis au moment de sa vision. Exactement. En fait, il le fait, ce croquis-là, il est dessiné sur place pendant la trentaine de minutes où il regarde la soucoupe un peu de loin, parce qu'elle s'est pas posée évidemment à ses pieds. Lui, il l'a juste vu descendre derrière la ligne d'arbres, il s'est un peu rapproché, il la voit, et puis donc lui, en fait, à ce moment-là, il a un peu l'impression d'être là où il devrait pas trop être, en train de voir un prototype de l'armée américaine qu'il est pas censé voir en fait. Donc en gros, il se planque un peu, il regarde et il prend un dessin. Parce qu'en fait, il est mécanicien de formation et puis aussi dans sa profession. Et du coup, ça l'intéresse, tu vois. Voir un peu comment ça fonctionne et tout ça. Donc son fils a 10 ans, donc il avait 10 ans à l'époque. Il se rappelle son père qui disait que la surface de l'appareil était sans couture, sans rivet. Comme si ça avait été façonné à partir d'une seule feuille ou d'un seul bloc d'acier. C'est que ça avait été usiné comme ça à partir d'un seul bloc. D'accord. Et qu'on avait ajouté un dôme sur le dessus. Il y avait aussi comme une odeur de soufre, un vrombissement, de l'air chaud et une lueur rougeâtre en dessous quand c'est descendu. Ça c'est son fils qui se rappelle à l'époque ce que son père avait dit. Et en fait, à un moment, la porte s'ouvre. Donc lui, ce qu'il va dire, quand la porte s'est ouverte, j'ai entendu comme des murmures qui ressemblaient à des voix d'enfants. On aurait dit qu'ils avaient un problème. En pensant aux Américains, j'ai crié « Ok Yankee Boys, vous avez l'air en galère, je vais vous aider ». Puis les mécaniciens, ils se disent « Bah en fait, s'ils sont en galère, je peux peut-être les aider. » Donc il est pas si loin que ça alors, d'eux. Bah, petit à petit, il s'est rapproché, effectivement. Après la 30 minutes, il se dit « Tiens, je vais aller voir ». Et puis là, la porte s'ouvre et il entend ces bruits-là. Donc il va d'abord leur crier ça en anglais. Donc vous avez là en galère, je vais vous aider. Il va recevoir aucune réponse. Alors on n'oublie pas qu'il vient de la Pologne, donc il tente aussi en russe. Il se dit, si c'est pas les Américains, on est en pleine guerre froide, on n'oublie pas. Ouais. Et bien en fait il va tenter en russe. Il se dit, peut-être que ça va fonctionner. Aucune réponse non plus. Bon alors il va tenter en polonais, 0 réponse. Et enfin il essaye en allemand, aucune réponse non plus. Il a tout essayé. On peut dire, il aurait pu tenter le français, mais non, ça n'a pas fonctionné. Alors, tout ça, comme je te dis, il le dit en se rapprochant petit à petit de l'engin, parce que l'engin n'avait pas atterri à côté de lui. Et plus il se rapproche, plus la lumière qui sort par la porte devient puissante. Si puissante qu'il va devoir mettre des lunettes de protection qu'il a sur la tête pour casser les roches. Tu sais, il cassait la roche avec des genres de grosses lunettes de protection sur lesquelles il y avait aussi un clapet pour mettre contre la luminosité, donc ça il va le mettre. Et en fait, grâce à ça, il va pouvoir regarder à travers la porte. Et à l'intérieur, Stéphane a déclaré avoir vu des faisceaux lumineux et des panneaux de lumière clignotant de différentes couleurs. Mais il pouvait voir personne, ni être vivant à l'intérieur. Donc c'est assez intéressant quand même. Parce que des boutons lumineux un peu modernes comme ça, dans les années 60, c'était pas méga commun. C'était quand même méga moderne, je pense, d'avoir ce genre de petits boutons à l'intérieur. Après un petit moment, la porte se referme d'un coup à l'aide de 3 panneaux. Alors le véhicule va se mettre à tourner sur lui-même dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Stéphane a tout juste le temps de voir une grille d'aération sur le côté qu'elle lui projette une rafale de chaleur immense qui mettra sa chemise et sa casquette en feu. Il ajoute « Après s'être allumé, le vaisseau s'est élevé de 30 à 40 pieds, puis a disparu. » Donc 30-40 pieds, je dirais, ça fait une grosse dizaine de mètres, 10-13 mètres en l'air, puis ensuite il est parti. Effrayé et un peu perturbé, dans un premier temps, il va voir un petit peu l'endroit direct, enfin il va analyser un peu l'endroit direct où était la soucoupe, mais il va très vite décider de quitter les lieux. Il va immédiatement se sentir mal, il va vomir plusieurs fois dans la forêt, et il va commencer à avoir des petits points dans sa vision qui pourraient coïncider avec la lumière aveuglante qui passait à travers les trous d'aération qu'il a vu sur le côté quand la soucoupe s'est mise en route. Quand il va sortir sa boussole un peu plus loin pour retrouver son chemin, l'aiguille est comme devenue folle et elle tourne dans tous les sens. D'accord. Ça c'est assez commun, je trouve. Dans les, je sais pas ce que t'en penses, mais quand on parle d'OVNI, on en parlait aussi, je pense, dans l'épisode du Triangle des Bermudes. Oui, tout s'affole. La boussole qui s'affole. Ouais. Et
Ça fait un peu de sens qu'il avait une boussole, parce que tu sais, moi je regarde toujours ça un peu en disant mais qu'est-ce qu'il foutait avec une boussole, mais en fait en vrai il était vraiment paumé en pleine nature à la recherche de gisements. C'est ça à la limite, ça fait du sens. Il va mettre plus de 9 heures à rentrer chez lui à Winnipeg, complètement désorienté. Donc il va se perdre dans la forêt, il va à un moment tomber sur un gendarme de la police montée qui va le prendre pour un fou. Il va finalement retrouver son motel dans lequel il dormait et ensuite reprendre un bus pour rentrer. Mais en tout cas, il va mettre beaucoup plus de temps parce qu'on rappelle que Winnipeg, c'est seulement à 150 km. Tu fais ça en bien moins de 9 heures, même à l'époque. Sa famille va le voir retourner à la maison et va le retrouver gravement brûlé sur le torse. Donc ce qu'ils font, c'est qu'évidemment, ils appellent le docteur du coin parce qu'il est vraiment amoché. Les docteurs vont confirmer les brûlures de Stéphane sur le torse et ils vont rester stupéfaits par les autres brûlures qui se trouvent sur son ventre, donc un petit peu plus bas. En effet, ils vont trouver une série de points de brûlure, chaque point de la taille d'une grosse pièce, on va dire, bien alignés et formant un carré parfait. Exactement le même dessin que sur la grille qu'il avait remarqué et dessiné. Je t'envoie la photo, on le mettra sur le Discord, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour avoir toutes les preuves, mais c'est ça. Donc je t'ai envoyé le lien vers l'image. Je sais pas si tu peux le voir, mais on dirait vraiment comme un pattern de quelque chose au final sur son torse. Ah ouais. Stéphane va être hospitalisé. Ouais, on dirait presque un gars qui s'est fait une gaufre sur le ventre, quoi. Hein. Exactement. J'avais pas du tout ça en tête, mais effectivement, une gaufre de bruxelloise, quoi. Ouais, une gaufre de Bruxelles. De Liège, tu veux dire. De Liège Non, de Liège, c'est... Ah non, Bruxelles. Bruxelles, c'est la carrée. Ouais, c'est la carrée. On fera un épisode d'affaires obscures sur les gaufres belges. Ouais. Non, on pourrait faire un super épisode pour nos amis belges. La frite est-elle belge ou française? Ah, exactement. Ça va sacrée affaire. Ça va déchaîner des passions. Mais je crois qu'on risque de perdre tous nos amis belges. Ouais, mais en fait, je pensais que tu allais dire qu'on ferait un épisode sur les ovnis belges des années 90. Puis il y a eu une vraie vague dans les années 90 en Belgique. Ça, on va le faire, je pense. Parce que là, il y a eu une belle salve. Exactement. Effectivement. Ouais, donc c'est impressionnant. Donc, bref, très impressionnant. Ouais, tu vois quand même le torse, et c'est des vraies brûlures. Hein. Tu vois, parce que là, en fait, on voit l'image, mais je veux dire, tu as vraiment un médecin qui est venu, qui a constaté que le haut du torse, là, on le voit pas vraiment sur la photo, mais il a le haut du torse vraiment brûlé au premier degré. Et aussi le ventre qui présente aussi quelques brûlures. Ouais. Donc en fait, il va être hospitalisé parce que les brûlures sont quand même assez graves et quelques jours après, il va pouvoir sortir. Après sa sortie, les symptômes qu'il sentait continuent de s'aggraver. Sa nausée continue, son mal de crâne continue aussi, sa fatigue aussi, et il y a un truc d'assez spécial, c'est que ces brûlures dégageaient une odeur vraiment spéciale. Comme une odeur de... Lui, à l'époque, il décrit ça comme une odeur de moteur de feu électrique. Tu sais, un peu comme quand tu ouvres ton capot, tu sais, ça sent un truc un peu spécial. Ouais. Peu importe où il allait, il dégageait cette odeur et ça va le suivre pendant plusieurs semaines. Même s'il se lave, il a... Tu sais, tu peux... Un genre de radioactivité, quoi. Un peu, Bah, ouais, mais avec une odeur, tu vois, c'est quand même assez spécial. Il va perdre énormément de poids à ce moment-là. D'accord. Son fils va dire... Quand je suis entré dans la chambre, il y avait une énorme puanteur dans la pièce, comme un arôme vraiment horrible de soufre et de moteur brûlé. C'était partout et ça sortait de ses pores. C'était mauvais. Tu vois, genre à voir, ça schlinguait vraiment, même s'il se lavait. Ce qui est intéressant de noter, c'est que lui, à ce moment-là, en fait, il parle pas de soucoupe volante. Et il n'en parle pas à sa famille non plus. Parce que il veut pas un peu passer pour un fou, tu vois. Enfin, il veut pas passer pour l'idiot du village, tu sais, qui a vu j'étais complètement bourré dans le bois, j'ai vu une soucoupe, je me suis fait enlever. Enfin, tu vois, en gros, il veut pas du tout passer comme ça. Et en fait, c'est après qu'il va décider d'en parler pour alerter les autorités. En gros, son fils, il dit, en Pologne, avant d'immigrer aux États-Unis, il avait été dans la police et pour lui, il avait un peu un code d'honneur que tout ce qui est pas bien ou tout ce qui se passe doit être déclaré. Et en gros, il se sentait mal de pas le déclarer, donc il a quand même décidé au bout d'un moment d'alerter les autorités, mais surtout pour éviter que d'autres personnes soient blessées, en fait. S'il se passait quelque chose, en gros, les autorités, ça serait bien qu'ils le sachent et qu'ils arrêtent, en gros,
qui bloque les gens d'aller là-bas pour pas qu'ils soient blessés. Ouais. Donc, devant son propre malaise, il va demander à se faire tester car il a peur d'avoir été irradié. Donc, dans ces années-là, on parle beaucoup de radioactivité, nucléaire, évidemment. bien sûr. Exactement. Et les tests vont revenir négatifs. Impossible d'expliquer la source de ces brûlures dessinées sur son ventre, qui restent bien visibles. Même après plusieurs jours, plusieurs semaines, ça reste visible et ça a l'air même, actif, on va dire. Pourtant, il n'y a pas d'irradiation. Des analyses plus poussées vont écarter des brûlures par radiation, donc, mais vont les rapprocher de brûlures chimiques. Donc, ils vont clairement démontrer que c'est des brûlures chimiques de nature inconnue. Cependant, donc il y a un physicien qui parle dans ce que j'ai vu. Les symptômes qu'il va décrire et qui seront prouvés vont indiquer qu'il a certainement également reçu une dose de radiation. En gros, ils peuvent pas la mesurer, mais dans les symptômes qu'il a, clairement, ça ressemble à des radiations quand même. Donc, ce sera un mix des deux. D'accord. On est 6 semaines après cet épisode maintenant. Stéphane veut en savoir un peu plus. Donc, il commence à être de retour bien en point, on va dire. Enfin, c'est de retour en forme. Et en gros, ça lui trotte dans sa tête. Il décide d'y retourner. Et pour y retourner, il prend un bon ami avec lui, parce qu'il veut plus retourner seul. De retour dans les bois proches du lac Falcon, il cherche le lieu exact de la rencontre. Après plusieurs heures de recherche, il retrouve finalement l'endroit qui est clairement visible. Il y a un cercle d'environ 15 pieds, donc ça fait 4,50 m, qui est dégarni de toute végétation et complètement calciné. Donc là, je veux dire, c'est... il a la preuve. Il a la preuve qu'il s'est bien passé quelque chose, parce que tu sais, à l'époque, il a regardé vite fait, il a vu que c'était un peu brûlé, mais il est vite parti parce qu'il se sentait très mal. Il y retourne, c'est toujours comme ça. Ils vont aussi remarquer que plusieurs arbres autour du cercle ont des branches cassées et brûlées. Donc il y a vraiment quelque chose qui est descendu un peu du ciel et qui a tout brûlé en fait. D'accord. Donc là, David, l'affaire prend une autre tournure. Parce que jusqu'à maintenant, l'affaire était publique, mais seulement dans la presse locale, si tu veux. Ouais. C'est-à-dire que la presse locale avait fait un petit truc, tu vois. En gros, ils en avaient parlé. Il y a quand même le fils de Michalak, enfin le fils Michalak, qui dit qu'ils étaient quand même pas mal harcelés et que ça les avait pas mal ennuyés par le public et par les journalistes. Mais c'était quand même resté plutôt à l'échelle locale, on va dire. L'histoire ressemble plus ou moins à la grosse majorité des rencontres de ce genre à l'époque. On a une personne qui se balade seule, qui dit avoir vu un objet volant non identifié. Je dis bien ovni et pas extraterrestre, parce que pour lui, c'est pas forcément un extraterrestre. Cet homme avance plusieurs preuves qui sont, dans ce cas, quand même assez impressionnantes, comparées à ce que tu peux lire dans la majorité des cas, parce que lui, ce qu'il présente comme preuve, il est revenu chez lui avec une chemise brûlée au niveau du torse, et il y a les taches de brûlure qui coïncident avec les taches sur le ventre, donc ça veut dire qu'il avait sa chemise au moment où il a été blessé. Il a les gants de sécurité qui sont brûlés également. Je t'en ai pas parlé, mais quand Stéphane approche de la soucoupe au tout début, en fait, il va toucher le métal de l'engin et ça va lui brûler en fait le bout des gants, tellement c'est chaud. D'accord. Directement. Donc ça, il va les ramener, ces gants, et ils sont là comme preuve de ce qui s'est passé. Il y a sa casquette brûlée. Il y a un médecin de quartier qui confirme, mais qui a jamais arrivé à expliquer les brûlures cutanées. Il y a des physiciens qui font des tests et qui valident aussi les brûlures, mais qui n'arrivent pas à en trouver la source. Et on a un retour sur place quelques semaines plus tard qui est payant parce qu'on retrouve bien l'endroit détérioré. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que l'affaire, elle s'emballe un petit peu parce qu'il y a vraiment de bonnes preuves qui commencent à arriver. Donc l'affaire devient nationale, et en fait on pourrait même dire internationale, parce qu'en fait on a une équipe de l'US Air Force et de la Royal Canadian Air Force qui est montée pour aller investiguer directement sur place. Là, ça devient beaucoup plus sérieux. Ils vont passer plusieurs jours à prendre des mesures, des échantillons de végétaux du sol, des mesures de radiation. Et ce qu'ils vont découvrir va amener le département de la santé à considérer mettre la zone en quarantaine. Et effectivement, les mesures de radiation sont énormes. Donc, ils découvrent que le lieu de l'atterrissage dégage depuis le sol des mesures de radiation qui font un peu
vaciller leurs outils on connaît les outils pour calculer la radiation. Ouais. Donc là, on voit les compteurs Gégère, non, c'est pas ça? Les compteurs Gégère, effectivement. Et en fait, on voit que ça peut causer, nuire à la santé. Donc le département de la santé veut fermer la zone. Alors ça, je te le dis tout de suite, ça va capoter. Parce qu'en fait, ils vont détecter dans le sol une veine de gaz radon qui court directement en dessous de cet endroit et dans la forêt. Donc le radon, c'est un gaz radioactif qui vient naturellement du sol. Ça n'a rien de particulier, sauf que c'est méga dangereux pour la santé si on le respire constamment, comme dans un sous-sol d'une maison, etc. Donc, voilà, c'est un gaz qu'il faut surveiller. Mais là, c'était le cas. Donc au final, c'est assez naturel. Et de toute façon, t'as pas grand monde qui se balade à cet endroit-là, qui reste toute la journée pendant 3 ans. Tu vois. Donc voilà. Alors que les recherches sont en cours, Stéphane, lui, il va être envoyé en un laboratoire parce que, très bizarrement, ses brûlures se réveillent de façon inexpliquée. Les docteurs n'arrivent pas à expliquer la cause. Ses nausées et autres symptômes reviennent également. Il va d'ailleurs même, à ce moment-là, passer des tests psychologiques qui vont révéler qu'il est une personne, là je t'ouvre les guillemets, qui est une personne saine d'esprit, très pragmatique, très terre-à-terre. Fermez les guillemets. D'accord. Bon, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez carré. 1 an après, il retourne avec son ami sur place et retrouve, en creusant un peu la roche calcinée, 3 bouts de métaux, tous identiques, qui se trouvent être très radioactifs. Ça peut pas être le radon cette fois-ci. C'est vraiment le métal lui-même qui dégage de la radioactivité. Et donc là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'après analyse, ces morceaux de métal sont assez particuliers parce qu'il s'agit d'argent pur, et tellement pur qu'il est très difficile de s'en procurer. Et au-dessus de ce métal, il y a un plaquage en minerai de pitch blende, qui est un minerai très rare qui contient de l'uranium et du radium, d'où les radiations que dégage ce métal. Alors, moi, c'est une question que je me suis posée dès que j'ai lu cette preuve, et que j'ai pu voir revenir dans pas mal de documentaires que j'ai regardés là-dessus. Comment est-ce que les enquêteurs auraient pu ne pas trouver ces 3 morceaux de métaux au premier lieu? Parce qu'en fait, il y a quand même l'USAF, la Royal Canadian Air Force, et d'autres enquêteurs qui sont venus sur place, qui ont pris des samples de terre, de plein de trucs, et ils seraient passés à côté de ça. Bizarre. Ouais. Tu vois, moi, ça me semble ultra bizarre. Donc, bien que Stéphane Michalak et sa bonne foi ne soient pas remis en question, parce que en fait, en gros, quand tu regardes pour Stéphane, il y en a absolument rien tiré de cette histoire, à part des soucis médicaux. Et il a publié vite fait ses notes de 40 pages en 67, mais genre ça n'a pas fait de lui une star ni un millionnaire. Tu vois, genre clairement, aucun intérêt pour lui. Aucun intérêt pour lui. Tu sais, moi je me pose toujours ce genre de questions. Est-ce qu'il a pas eu un intérêt Exactement. Donc, moi, je remettrai absolument pas sa bonne foi en question. En fait, il y en a qui disent que ces indices ont été ajoutés après les fouilles, certainement par quelqu'un qui a voulu rendre encore plus crédible l'histoire. C'est quelqu'un qui y croyait vraiment, qui a dit, bah moi, je vais aider à prouver que c'était vrai. Ça, c'est l'hypothèse des enquêteurs. Donc, voilà. Donc, tu as cet indice-là. Préférais le mentionner parce que sinon dans les commentaires on va nous dire vous avez oublié de dire qu'en fait ils ont trouvé 3 morceaux de métal. Mais en vrai moi j'y crois pas tellement, tu vois, je préfère le mentionner mais j'y crois pas tellement. Mais ce qui est sûr, David, c'est que jusqu'à sa mort en 99, il va garder ces marques de brûlure qui seront toujours palpables par ses docteurs sous sa peau. C'est-à-dire qu'en fait au niveau de la peau qui était visible, on voyait plus trop les marques de brûlure. Par contre quand les docteurs palpé, en fait, il y avait clairement ce genre de damier, tu vois, qui sentait. Lui, il arrivera jamais à expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Il croyait pas forcément aux aliens, peut-être plus à un test de l'armée. D'accord. Le gouvernement canadien, mais aussi américain, ont beaucoup étudié le phénomène. Et en fait, tu as 300 pages de dossiers environ qui sont disponibles, du dossier d'enquête. Ils n'ont jamais été en mesure d'expliquer ce qui s'est passé dans ces pages, mais bien plus que ça, ils n'ont jamais été en mesure de remettre en doute l'histoire et les séquelles de Stéphane, à l'exception des morceaux de métaux retrouvés par la suite. Donc il s'est bien passé quelque chose ce jour-là dans les environs du lac Falcon, c'est sûr. Dans la foule de papier qui est disponible maintenant en ligne, on peut trouver pas mal de choses, et il y a des notes intéressantes du gendarme. Je t'avais dit au tout début, quand il a voulu rentrer, il a rencontré un gendarme.
Ouais. de la police montée du Canada. Tu sais, la police montée, c'est un peu la carte postale du Canada. Tu sais, c'est les gendarmes avec leur habit rouge là, et leur chapeau tout à fait. tout plat. Mm. Donc, et en fait, quand il est sorti de la forêt, il a fait du stop. Et juste derrière lui, il y a ce gendarme qui l'a arrêté et qui lui a demandé qu'est-ce que tu fais là, enfin qu'est-ce qui se passe. Et c'est la toute première personne, à lui parler. Et en gros, ces notes, elles disent: ses yeux sont injectés de sang. Il se comporte de manière confuse, frénétique, toutes sortes de choses. Je continue de lui demander qu'est-ce qui va pas. Michalak m'explique qu'il a été témoin de ces 2 choses quelque part dans les buissons, qu'il a été brûlé par elle, et ainsi de suite. Chaque fois que j'essaie de s'approcher de monsieur Michalak, il recule et ne veut pas que je m'approche de lui. Je ne pouvais pas sentir d'alcool sur Michalak. Ça, c'est ses notes de ce qui s'était passé, parce que tu sais, il devait avoir un carnet, donc il devait noter un petit peu ce qui se passait pendant son service. Michalak, lui, se rappelle de ce moment-là comme quoi il était dégoûté parce qu'il a essayé de prévenir ce gendarme, et qu'en gros le gendarme a jamais voulu croire à son histoire. Il devait penser qu'il était bourré, et en gros il lui a dit un truc du genre non mais j'ai d'autres choses à faire, bonne journée. Il s'est barré. D'accord. Donc c'est ça. Alors, en guise d'ouverture, j'ai envie de te dire, Oui. son fils va écrire un livre en 2017 nommé When They Appeared, avec l'expert en ufologie de Winnipeg, Krist Rutkowski. Donc ils vont écrire ce livre-là. L'histoire est très connue encore aujourd'hui, parce que, pour te donner un exemple, le 19 mai 2023, donc cette année, pour la première fois, on a un groupe d'amateurs de cette histoire qui se sont tous retrouvés une journée sur le lieu de l'apparition. Et bien entendu, il y avait cet expert Rutkowski. Mais voilà, tu vois, ça fait encore déplacer des foules, c'est ultra connu, c'est vraiment une histoire d'UFO, enfin d'OVNI, très connu au Canada. Alors moi, j'aimerais bien avoir ton avis sur cette petite histoire, David. Eh ben écoute, c'est vrai que quand tu racontes une histoire comme ça, il y a toujours forcément un côté de suspicion de la personne qui va essayer un petit peu de se faire mousser, ou qui va essayer de se faire de la publicité, ou de se faire médiatiser en racontant son histoire. Ce qui est perturbant, et tu l'as dit, c'est tous ces aspects, les brûlures, le comportement, et puis tous ces indices aussi qui sont retrouvés, même s'il y en a eu des faux, mais ces indices, il y en a eu des vrais aussi, des indices qui ont été retrouvés sur place. Ouais. Et donc ouais, c'est toujours ça qui est un petit peu ambivalent en fait avec les histoires d'OVNI, c'est qu'on sait jamais vraiment sur quel pied danser, parce que on peut avoir en fait on pourrait être étonné. En fait, finalement, ce gars-là, on pourrait penser que il était ci, il était là, et finalement dans 10 ans on entendra en fait voilà, il s'est claqué un gaufrier sur le ventre, non mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, exactement. En fait, finalement, les histoires, elles sont un petit peu, elles sont variables selon les époques aussi. Et puis là, on rappelle aussi quand même le contexte de l'époque. On est en 1967, donc Roswell, c'était 20 ans avant. Bon, est-ce qu'on n'est pas non plus dans cette atmosphère de, comme tu disais, de guerre froide, où on essaie un petit peu de dire il y a des choses qui... Enfin, bon, après, on est au Canada, hein, tu me diras, donc on n'est pas vraiment dans un pays qui est tiraillé par la lutte des 2 pôles principaux. Mais bon, en fait, on a envie de croire à la sincérité de ce monsieur Exactement. Ouais. Mais et puis quand on voit le dessin, quand on voit, en fait, on est. Tu disais tout à l'heure quand tu racontais l'histoire, il est rentré. Enfin, déjà, moi personnellement, j'avais jamais entendu une histoire où on parlait de quasiment rentrer dans la soucoupe. Ouais. C'est assez inédit, ça. Franchement. Ouais. Parce que souvent, on entend des gens qui disent on l'a vu de loin, enfin voilà. Mais de là... Non, lui, il a pu voir l'intérieur de la soucoupe, effectivement. Il a pu la toucher. Et puis, donc je te disais, voilà,
il voit des boutons. Enfin, il y a quand même un côté un peu cliché aussi, quoi. Hein, Alors ouais, c'est ce que j'allais te dire. Et en fait, ça a un peu un côté que j'adore quand même dans cette histoire, c'est qu'il y a un petit peu, il y a un genre de côté vintage de la rencontre. En fait, Ouais. quand j'écoute cette histoire, comment dire, quand j'écoute cette histoire, hein, quand je la lis, j'ai limite, hein, l'impression de regarder le gendarme et les Bah, extraterrestres. c'est ça, tu vois, c'est finalement, c'est pour ça que C'est la même époque, c'est hein. pour ça, ouais, c'est pour ça que je te disais que on est vraiment dans une question d'époque. Parce que là, en 1967, le gars, il va rentrer dans une soucoupe et puis il va avoir des boutons, en fait, Et il est pas rentré dedans, hein. Non, mais il va voir à Il a l'intérieur. vu de l'extérieur, la porte était Voilà. ouverte, il a regardé avec ses lunettes parce que ça brillait trop, et c'est ce qu'il a vu à Il l'intérieur. va voir à l'intérieur des boutons. Imagine-toi aujourd'hui en 2023, la même histoire. Le gars, Non, il y aura un champ le gars il magnétique. dirait, non mais le gars il dirait, j'ai vu des écrans plasma, j'ai vu des trucs tactiles, j'ai vu des, tu sais, Les écrans plasma, c'est les années 2000, David. non mais des, Ça trahit ton âge. désolé, non mais comment ça s'appelle là, des trucs de réalité virtuelle. Exactement. En fait, finalement, il vit avec sa technologie, quoi, ce monsieur. Et j'ai du mal à croire qu'en fait, les ovnis, qui sont une puissance, a priori, hein, qui ont une puissance, donc c'est-à-dire qu'ils savent décoller en une seconde, ils savent voyager à travers le temps, enfin à travers l'espace, etc. Ils arrivent sur la Terre et en fait, ils ont un clavier avec des boutons colorés, tu vois. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Vas-y. Et après, je te dirai ce que je pense vraiment de cette affaire. Mais je me fais juste l'avocat du diable pour 2 minutes parce que je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis. Et je suis totalement d'accord que tu te dis, en fait, sa description sonne vraiment années 60, 70. Et effectivement, c'est quand même étrange que des ovnis qui arrivent sur la Terre, qui auraient une technologie 1000 fois supérieure à ce qu'on a nous à l'époque, en fait, auraient la même technologie au final. Parce qu'en gros, il ouvre, il voit des lumières, des boutons qui clignotent, qui sont censés être le top de la modernité à l'époque. Mais j'ai envie de te dire, vu qu'il connaît pas ces technologies, est-ce que c'est pas sa façon de raconter? En gros, pour raconter ce qu'il a vu, il le rattache à quelque chose qu'il connaît, vu qu'il connaît pas les mots. Enfin, tu sais, imagine aujourd'hui, ce type, il voit Internet. Il nous voit avec nos écrans plats aller sur Internet à se parler et enregistrer un podcast. Bah, en fait, il dirait, ah bah ils avaient un genre de téléphone et une télé. Enfin, tu sais, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Il adapte son discours. Donc, il adapte son discours avec les références qu'il connaît. Il pourrait très bien avoir vu quelque chose que même nous aujourd'hui on pourrait pas comprendre et nous l'expliquer en se rattachant à des choses qu'il connaît, parce qu'en fait, enfin voilà. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Possible. Après alors moi j'aurais bien aimé avoir une expertise sur cette brûlure là. En fait, je me dis, bah il y en a eu, hein. Ouais. Il y en a eu, et comme je te disais, c'est brûlure chimique, mais avec des symptômes qui font penser à qu'il y a eu à de la radiation quand même. Parce que moi, j'essaie d'être pragmatique. Hein. Moi, je suis à côté d'un truc qui part et qui a une forme comme ça, avec des cases, qui décolle et puis qui envoie de la machin. Je veux dire, soyons raisonnables. Un truc qui fait, quand on fait cuire son steak au grill, c'est marqué parce que c'est au toucher en fait. Ça touche le grill. Ouais. Mais un truc qui décolle à distance, de où il va aller faire du marquage aussi précis sur une personne. Enfin, tu vois. Si t'as un jet d'acide à travers les tuyaux, à travers une grille, tu vois, par exemple, ou un jet de chaleur, hein, tu vois, à travers la grille. Là, pareil, hein, j'essaie de démonter un peu les choses pour savoir un peu. Ah ouais, ok. Après, on est là pour ça. Après, voilà, je me dis, je répète, hein, je ne doute pas de la sincérité de ce monsieur qui m'a l'air tout à fait honnête. Mais c'est vrai que par moment, il y a quand même des choses, tu te dis, bon, c'est quand même facilement démontable. Ouais, il y a beaucoup de choses
en gros, tu peux te poser la question de mais pourquoi, mais en même temps, quand tu regardes les dossiers d'enquête et compagnie, il n'y a jamais eu de réponse en fait. Ouais, c'est ça. Tu sais, ils n'ont jamais réussi à prouver, parce qu'ils ont essayé, hein, bien sûr, de prouver que c'était des affabulations, évidemment. Bon, quand ils reviennent sur place, il y a quand même les roches qui sont calcinées. Tout est calciné. Enfin, ça, je veux dire, dans un cercle parfait, c'est quand même assez étrange. Et il y a des preuves de ça. Ouais, non, mais... C'est quand même... Avec des branches d'arbres aussi et compagnie. Enfin, tu vois, c'est quand même... Ouais, il y a des preuves, il y a eu des preuves, hein, c'est clair. Donc, moi, je vais te dire Vas-y. ce que j'en pense. Alors, comme je t'ai dit, j'adore ce côté vintage de la rencontre. Et de l'enquête aussi. Tu vois, avec le gars de la police montée et compagnie qui prend ses petites notes et tout. Je trouve ça incroyable. Et j'aime vraiment le fait qu'on ait des marques physiques inexpliquées, qu'il y ait le dossier d'enquête et compagnie. Et comme tu le dis, je suis d'accord avec toi. Je pense pas qu'on puisse remettre en cause la sincérité de Stéphane. Clairement, il s'est passé quelque chose. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que t'as quand même énormément de preuves qui sont, je vais pas dire irréfutables, parce que tu peux quand même toujours creuser, mais en tout cas qui sont plus irréfutables que dans d'autres dossiers, sur le fait qu'il se soit vraiment passé quelque chose ce jour-là. Que ça soit un ovni, un extraterrestre, un test de l'armée, une météorite, je sais pas, tu vois, on peut penser à plein de trucs. Moi, j'aime vraiment bien ça dans cette histoire. C'est que là, je te raconte pas l'histoire de quelqu'un qui a vu quelque chose avec un autre gars qui a dit ah ouais, moi aussi je l'ai vu, et où il y a zéro preuve en fait. Quand tu creuses vraiment, tu te dis non mais de façon palpable, quelles sont les preuves? Il y en a zéro. Là, dans cette histoire-là, il y en a vraiment beaucoup. Maintenant, mon problème, c'est que j'ai énormément de mal à croire aux ovnis. Ouais. Donc, et à chaque fois, on en parle. Hein. En gros, tant que j'en aurais pas vu, j'aurais pas des preuves irréfutables qui sont devant mes yeux et compagnie, je pourrais pas le voir. C'est trop farfetch pour moi. Donc, est-ce qu'il a vu un ovni? Moi, j'ai beaucoup de mal à y croire. Est-ce qu'il a vu peut-être un test de l'armée? Un test, je sais pas, un test quelconque? Possible. Peut-être, je serais peut-être plus client de ça, mais tu vois, c'est quand même assez étrange. C'est une affaire obscure. C'est une affaire obscure. Écoute, comme tu le dis, moi les ovnis, moi je pense que, comme tu l'as dit, il faut toujours différencier ovnis extraterrestres. Hein. Donc, oui. Ouais. Les ovnis sont parfois et sont peut-être souvent d'origine humaine, hein, mais ne sont pas identifiés en tant que tels. Ouais. Et bon, là, peut-être qu'effectivement, c'était des technologies qui étaient en train d'être essayées, testées. Après, ouais, j'avoue que je suis toujours un petit peu circonspect quand j'entends ce genre d'histoire, parce que il y a quand même une grande partie qui est liée à on va dire de la restitution d'une seule personne, et ouais. bien que ce monsieur il ait des stigmates, hein, de cette rencontre. C'est toujours lui qui l'a vu. Enfin, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Il a pu faire une soirée un peu arrosée. Et puis il s'est brûlé. Il est tombé sur la grille de barbecue. Il s'est fait des chamallows. Il est tombé sur sa grille de barbecue. Il avait bu un petit peu de vodka. Il a commencé un peu. Oh là là, c'est quoi ce cliché sur nos amis polonais? On salue. J'ai pas fait de lien. Pas fait de lien, okay, mais je me dis, le gars, il est en 1967, il est seul, il part chercher du quartz, il se fait une petite nuit là, il commence un peu à... Il rencontre un ours, ils font la fête toute la nuit, c'est ça, ils repartent bons amis. Ouais. Non, enfin bon, bref. Effectivement. On peut imaginer tous les scénarios. De divaguer, mais... non, mais après, voilà, il y a des choses qui sont tangibles, hein, dans cette histoire. Mais c'est vrai qu'on a toujours du mal un peu à cerner ce genre d'histoire. Ouais, j'ai toujours du mal, hein, sur ces histoires. Tu vois, et je pense que c'est rigolo parce que c'est mon 3e épisode, alors que comme je te le dis, j'ai énormément de mal à y croire. Mais pourtant, c'est
le troisième épisode qui m'intéresse, avec une histoire qui m'intéresse comme ça sur les ovnis. Mais oui, j'ai toujours du mal à y croire. Enfin, en fait, j'y crois pas du tout. Enfin, Ouais, tu vois. il y a une nuance, ouais, effectivement. Moi, j'y crois. Je crois aux ovnis. Ouais, je crois. Oui, voilà. Non, je crois quand même à ce monsieur. Enfin, tu sais, il y a la différence. Mais maintenant, est-ce que c'est un extraterrestre? Non, non, je peux pas y croire. Bon, et ben écoute. En tout cas, ça conclut le 22e épisode de ce l'année. 22e épisode qui devait être plus court, mais qui finalement. Ouais, pas si mal. J'espère que votre Pas si trajet mal. pour aller à votre réveillon, il était suffisamment long. Peut-être qu'il y avait un peu de neige sur la route. J'espère que vous vous êtes mis sur un banc de neige, et puis Voilà. dans un banc de neige, que vous avez mis du temps à pelleter et compagnie pour nous écouter. Peut-être que vous êtes voilà. à proximité du lac Falcon, d'ailleurs. Exactement. On salue bien bas. On salue bien bas les habitants qui habitent proche du lac Falcon, qui nous écoutent. Exactement. Et puis, moi je me disais, David, en fait, on a lancé le podcast. Rappelle-toi le trailer du podcast. On l'a lancé en 2022, le 12 décembre 2022. Donc il y a pile 1 an et 10 jours en fait qu'on a lancé Tout à fait. qu'on a lancé ce trailer. Et donc en 1 an et 10 jours, quelle aventure! Incroyable, incroyable. Bah oui. Bah, puis, je pense avec grand plaisir. Hein. On se fait tout autant plaisir. Et puis visiblement, ça fait plaisir. Ça intéresse en tout cas pas mal d'auditeurs. Et puis d'autres moins. Mais en fait, c'est les aléas de la vie. Hein. On peut pas plaire à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Et puis je pense qu'on a quand même un type assez niche qui est on veut rester amateur. Enfin, on veut rester dans le côté plus amateur que d'essayer d'être trop carré et compagnie, de faire des épisodes avec des experts, des machins. Nous, on veut que quand vous nous écoutiez l'esprit libre, l'esprit tranquille. À la bonne franquette. Sans avoir à devoir retenir des informations hyper pointues, hyper techniques, etc. Juste raconter des histoires que vous pourrez peut-être réévoquer avec d'autres personnes lors justement de vos soirées où vous refaites le monde, hein. Exactement. Et vous en aurez sans doute souvent l'occasion en cette fin d'année et peut-être ce début d'année 2024. Donc, exactement. Donc, écoute, en tout cas, c'est le moment de souhaiter une bonne fin d'année. Alors, attends, juste avant ça, David. Juste avant, moi j'ai un plan d'émission. Je suis peut-être pas professionnel, mais j'ai un petit plan d'émission quand même. 2-3 petits sujets que tu as envie de faire en 2024 là. Alors 2-3 petits sujets. Alors moi, j'ai envie de faire une maison hantée. Ouais. Voilà. J'ai envie. Alors je sais pas si tu as entendu, mais il y a un sujet qu'un jour on fera, mais qu'on fait pas parce que voilà, et qui est d'actualité en ce moment en France. Je sais pas si tu as entendu, il y a un petit Anglais là qui a été retrouvé en France. Non, pas du tout. Un Anglais qui avait 12 ans et qui a été retrouvé à 17 ans. Et puis en fait, il était dans un... What? Ouais, il a été retrouvé, il a été disparu. Il a été retrouvé là, il a 17 ans. D'accord. Et en fait, j'entendais hier à la télé que la région où tout ça se passait, en fait, c'est une histoire un petit peu, on va dire, mystérieuse, avec une histoire presque de secte, tu sais, de milieu un peu... Ah, et c'est un peu à la film avec Jean Reno, là, je me rappelle plus du nom. Et c'est dans la région de Rennes-le-Château, évidemment. Oh, Rennes-le-Château. Est-ce que 2024 sera l'année de Rennes-le-Château ? Je ne sais pas. Qui sait ? Après, il y a les Templiers, évidemment, hein, qu'on n'a pas exploré. Il y a plein de sujets. Hein. Vous en avez cité pas mal aussi. Il y a le monstre du Loch Ness. Il y a... on pourrait... Celui-là, il est rigolo. On pourrait en citer. On a parlé de l'Atlantide aussi. On pourrait... Enfin, voilà. Et je pense que c'est un sujet... Un sujet... Le Yeti aussi, hein. On pourrait parler du Yeti. Non mais là je cite Bigfoot, voilà. Là je cite vraiment. Moi j'avoue que je suis quand même plus porté sur le surnaturel. Moi j'aime bien le surnaturel.
Ouais. Ouais, parce que c'est ce qui Oui. fait frissonner un peu, tu vois. Donc, Ah bah on se connaît bien et je sais très bien que c'est les histoires de maisons hantées, de spectres et compagnie. Je sais que t'es très friand de ces histoires. on pourrait d'ailleurs faire des grands classiques. Hein. On le fait pas pour l'instant, mais on pourrait faire un label, on pourrait faire des exorcismes, Ouais, on pourrait faire un certain nombre de choses qui sont très tendances. Et mais peut-être qu'on y arrivera. Hein. Peut-être que si l'envie nous y amène, on parlera. Bah oui, bah regarde, là en vrai, on a eu du temps de faire pas mal d'épisodes sur un temps très court au final. Donc qui dit qu'on va rester sur cette cadence de 2 semaines. Pour l'instant, on se met pas la pression. Non. Cadence de 2 semaines, ça permet de préparer des sujets, de bien les écrire, de bien les enregistrer, d'avoir le temps. Bien sûr. Mais de temps en temps, on vous lâche des petits cadeaux comme ça, comme un petit dernier épisode. Et toi, alors, tes sujets pour l'année prochaine? Alors, moi, pour l'année prochaine, moi, il y a un sujet que j'adore depuis que je suis... En fait, non, je peux dire que j'adore parce que c'est glauque, en fait, donc c'est un peu bizarre de dire ça. Mais il y a un sujet qui me titille depuis que je suis tout petit, et je pense même que c'est un sujet Historia. Donc, c'est sûr que je pense que je le ferai l'année prochaine. Il y a le sujet de la combustion spontanée que je trouve incroyable. Donc pourquoi pas ce genre de sujet-là. Après, j'aime bien les sujets d'enquête terre à terre. Tu sais, on a fait deux trois sujets avec Méchino, avec le sujet de la dame qui avait été retrouvée calcinée aussi dans les pays du Nord là. On a donc tu as travaillé un peu ce genre de sujet de disparition inexpliquée, de true crime si on veut. Pourquoi pas, ça serait à l'ordre du jour. Ça fait un moment que j'ai pas fait de sujet sur fantômes et compagnie, et en Amérique du Nord et proche de Montréal, là où je me trouve, il y en a vraiment beaucoup. Donc je pense que je pourrais relancer quelques petits sujets comme ça. Il y a Gettysburg. Je pense que Gettysburg, c'est un des lieux les plus hantés d'Amérique du Nord. On pourrait très bien faire un petit sujet là-dessus. Comme je l'ai dit, les ovnis, je pense que je vais me calmer un petit peu. J'en ai fait 3. Voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Sauf si vous en connaissez d'autres. Et puis, je pense que ça sera pas mal. Hein. On a quand même une grosse vingtaine d'épisodes pour l'année prochaine. On s'est dit 24. Facile. Ouais. Donc voilà, on va trouver des idées. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire sur Spotify, Facebook, sur Apple Podcast et compagnie, à côté d'une très bonne note bien entendu, de nous dire quel sujet vous aimeriez bien qu'on prépare pour l'année prochaine. Vous venez nous le dire sur Discord. Il n'y a pas de souci, on vous écoute et on vous répond toujours. Exactement. Bon, et ben écoute, c'est parfait tout ça. Donc c'est ça. Et, en tout cas, on se retrouve sur nos réseaux habituels, sur Discord. Exactement. Sur Facebook, etc. Et puis c'est le moment justement maintenant de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. C'est ça. Pas trop d'affaires obscures pour vous, j'espère, en tout cas pour ces fêtes de fin d'année. Évitez. Et puis on se donne rendez-vous en 2024 pour de nouvelles aventures et de nouvelles affaires obscures. Et puis voilà, bah écoute Florent, on se dit à l'année prochaine. Tout à fait, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. On a été ultra heureux de vous préparer ces épisodes cette année. Ça va continuer l'année prochaine. Donc passez un des très bons réveillons. Abusez pas trop sur le foie gras, le champagne et tout ça, même si on sait que c'est le moment. Donc c'est ça. Et puis on se retrouve début janvier pour la suite de nos épisodes d'Affaires Obscures. Passez une très bonne journée. Au revoir à tous. Salut!